Une petite fille noire dit « Papa, cette serveuse ressemble à maman. » Il se tourna et se figea, sa femme était morte. « Papa, cette dame ressemble à maman, » répéta Olivia, pointant son petit doigt vers la serveuse de l'autre côté du restaurant. Michael rit sans lever les yeux, coupant la gaufre en petits morceaux pour sa fille de 5 ans. « Olivia, ne pointe pas les gens, c'est impoli. » Les mots s'évanouirent dans sa gorge lorsqu'il leva enfin les yeux. Le monde s'arrêta. La fourchette qu'il tenait tomba sur la table avec un écho qui résonna une éternité. Là, à moins de 3 mètres, se tenait une femme identique à Sarah. Le même sourire lumineux, la même manière de glisser ses cheveux bouclés derrière son oreille, les mêmes yeux qui s'étaient fermés pour toujours 2 ans auparavant. Impossible. Michael avait tenu le corps froid de Sarah à la morgue. Il avait pleuré devant son cercueil fermé. Il avait dispersé ses cendres dans le lac où ils s'étaient rencontrés à l'université. Sa femme était morte. Mais cette femme, c'était elle. « Papa, tu pleures? » La voix d'Olivia le ramena à la réalité. Michael n'avait même pas remarqué les larmes qui coulaient sur son visage. La serveuse s'approcha de leur table, carnet en main, sans aucune lueur de reconnaissance dans les yeux. « Puis-je vous apporter autre chose? » demanda-t-elle d'une voix si familière que Michael sentit l'air quitter ses poumons. Sarah. Le nom lui échappa comme une supplication désespérée. La serveuse fronça les sourcils, perplexe. « Je m'appelle Jamie. Je suis désolé. Nous sommes-nous déjà rencontrés? » Michael ne pouvait pas articuler un mot. Comment pourrait-il expliquer? Comment dire « Vous ressemblez exactement à ma femme décédée » sans paraître complètement fou? « Tu ressembles à ma maman sur les photos », dit Olivia avec l'honnêteté brutale d'un enfant. Jamie regarda la fillette, puis Michael, un malaise visible sur son visage. « Je dois avoir un visage banal », dit-elle poliment, cherchant clairement à mettre fin à la conversation. « Je vais chercher du jus pour la petite. » Elle s'éloigna rapidement, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Michael sentit le monde tourner autour de lui. Depuis 2 ans, depuis cet appel à 3h17 du matin qui avait changé sa vie à jamais, il avait accepté que l'accident de voiture avait emporté Sarah. Le Dr. Lawson avait expliqué que ses blessures étaient trop graves, qu'elle n'avait pas souffert, que le cercueil fermé était nécessaire en raison de l'état du corps. Mais maintenant? Papa, pourquoi maman fait semblant de ne pas nous connaître? La question d'Olivia le frappa comme un coup de poing. Il savait qu'il devrait corriger sa fille, lui expliquer que cette femme n'était pas sa mère, que des gens pouvaient se ressembler. Mais les mots ne venaient pas, parce qu'au fond de lui, quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Michael prit son téléphone, la main tremblante, et trouva sa photo préférée de Sarah. Le même visage, le même sourire, les mêmes petits détails qu'une jumelle identique n'aurait pu reproduire avec autant de précision. La petite tache de naissance presque imperceptible près de son sourcil droit, la forme unique de son menton. Un flashback soudain le frappa. Le Dr. Lawson insistant pour qu'il ne voie pas l'ensemble du corps. Juste le visage, brièvement, dans la morgue faiblement éclairée. La rapidité avec laquelle les papiers de crémation avaient été organisés. L'employé de l'hôpital qui lui avait interdit l'accès lorsqu'il avait tenté de visiter le lieu de l'accident. Michael regarda Jamie à nouveau, maintenant occupé à servir une autre table. Chaque mouvement, chaque geste renforçait cette sensation qu'il regardait Sarah, transformant cette impression en une certitude terrifiante. Les détails de l'accident présumé avaient toujours été flous. Une voiture percutant un arbre pendant une tempête. Aucun témoin. Une route que Sarah empruntait rarement. Et le plus étrange, le fait que le corps ait été transporté directement à l'hôpital central, où le Dr. Lawson était de garde par hasard, le même médecin qui avait traité Sarah des mois plus tôt pour une maladie rare.
Viens, Olivia, dit Michael, laissant un billet de 20 $ sur la table. On doit rentrer. Mais papa, maman. Ce n'est pas maman, ma chérie, dit-il, bien que sa voix trahît son doute. Rentrons à la maison. Michael prit la main de sa fille et quitta le restaurant, non sans avoir noté le nom et l'adresse. En marchant vers la voiture, son esprit s'emballa. S'il y avait la moindre possibilité, si, pour une raison inconcevable, il attacha Olivia dans son siège auto, l'autopilote prenant le relais tandis que son esprit tourbillonnait avec des théories de plus en plus improbables. C'était fou de penser que Sarah pouvait être en vie. Fou de remettre en question ce qu'il avait vu de ses propres yeux à la morgue. Mais, et si? Michael démarra la voiture, les mains encore tremblantes. À la radio, une chanson que Sarah adorait commença à jouer, comme un signe. Comme si l'univers confirmait que certaines choses ne pouvaient être de simples coïncidences. En rentrant chez lui, une seule certitude se forma dans l'esprit de Michael. Il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Parce que, pour la première fois en 2 ans, il ressentait quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. L'espoir. Avez-vous déjà ressenti cette impression inexplicable que quelque chose n'allait pas, même lorsque toutes les preuves pointaient le contraire? Si ce mystère familial vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple déjeuner dominical transformerait la vie d'un homme qui pensait avoir tout perdu. Cette nuit-là, Michael ne put dormir. Assis dans son bureau sombre, il examina pour la 1000e fois des dizaines de photos de Sarah. Il compara chaque détail à l'image de la serveuse qu'il ne pouvait chasser de son esprit. Sur le mur, il commença à construire une carte mentale. Coupures de journaux sur l'accident, rapports médicaux, documents d'assurance-vie qui avaient rapporté une somme considérable après la mort de Sarah. Tout semblait normal, mais maintenant, tout criait des incohérences. « Tu es fou, Mike! Complètement fou! » dit David, son beau-frère et meilleur ami, accouru après avoir reçu un message désespéré à 2 heures du matin. « Tu me dis que Sarah, ma sœur, est vivante et sert des tables dans un café après qu'on l'a incinérée. » Michael lui montra la photo qu'il avait réussi à prendre discrètement au restaurant. « Regarde ça et dis-moi que ce n'est pas elle. » David prit le téléphone, son scepticisme s'évanouissant lentement de son visage. « Mon Dieu, la ressemblance est... » « Ce n'est pas une ressemblance, David, c'est elle. » Le lendemain, Michael déposa Olivia à l'école et se rendit au poste de police local. Le détective Parker, un homme bureaucratique à l'expression ennuyée, écouta son histoire avec une impatience croissante. « Récapitulons, Monsieur Davis. Votre femme est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture. Le corps a été identifié, incinéré, et maintenant vous pensez qu'elle est vivante parce que vous avez vu une femme qui lui ressemble servir des gaufres. » Le détective referma son dossier. « Le deuil est compliqué, monsieur. J'ai vu des gens jurer avoir vu des proches dans des inconnus. »« Elle a la même tache de naissance, » insista Michael. « La même manière de parler, la même... » « Monsieur Davis, si votre femme a été déclarée morte et incinérée, il y a des certificats, des autopsies, des documents légaux. Je ne peux pas ouvrir une enquête sur... Eh bien, ça. » Michael quitta le poste de police, se sentant vaincu, mais il n'abandonna pas. Il commença à fréquenter discrètement le restaurant, s'asseyant toujours loin, observant Jamie. Elle travaillait 5 jours par semaine, arrivait toujours en bus et semblait mener une vie complètement routinière, sans aucune reconnaissance de qui elle était vraiment. Lors d'une de ses visites, Michael remarqua quelque chose de troublant. Un homme en costume observait Jamie depuis l'extérieur. L'homme prenait des notes lorsqu'elle terminait son service, puis disparaissait dans une berline noire. Michael photographia discrètement la plaque d'immatriculation.
Avec la plaque en main, Michael appela la seule personne qui pouvait l'aider sans poser de questions. Marcus, un ancien détective privé qui lui devait une faveur pour un travail que Michael, comptable judiciaire, avait effectué pour blanchir son nom des années auparavant. Dr. James Lawson, dit Marcus 3 jours plus tard en lui tendant un dossier. La voiture est enregistrée à la clinique Lawson. Et devinez quoi? C'est le même médecin qui a signé le certificat de décès de votre femme. Lawson, l'homme qui avait insisté pour que le corps soit rapidement incinéré. L'homme qui avait traité Sarah des mois avant l'accident pour une maladie rare, une condition auto-immune qui provoquait parfois des épisodes de confusion. Il y a plus, continua Marcus. La clinique Lawson va au-delà de la médecine traditionnelle. Ils ont une aile de recherche neurocognitive financée par une fondation privée. Je n'ai pas pu accéder au dossier, mais ils étudient quelque chose lié à la reconfiguration de la mémoire traumatique. Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu penses? » »« Je ne pense rien. Je dis juste que c'est trop étrange pour être une coïncidence. » Pendant ce temps, à la maison, Michael trouva quelque chose de troublant. En fouillant dans de vieilles boîtes de dossiers médicaux de Sarah, il découvrit qu'elle avait signé un formulaire autorisant le Dr. Lawson à l'inclure dans une étude clinique si son état empirait. Sa signature semblait étrange, hésitante. Sarah n'avait jamais mentionné cela. « Papa, j'ai trouvé ça dans l'album de maman, » dit Olivia un soir, tenant une carte de visite qu'elle avait trouvée entre les pages. C'était une carte de la clinique Lawson, avec un numéro écrit au stylo au dos. Ce n'était pas l'écriture de Sarah. Michael décida de confronter directement le Dr. Lawson. Il prit un rendez-vous sous un faux nom, mais à la réception de la clinique, il découvrit que le médecin avait annulé tous ses rendez-vous et était parti en voyage de manière inattendue. C'est alors qu'il remarqua, à travers la porte du bureau, une photo encadrée sur le mur. Lawson recevant une récompense aux côtés d'un homme qu'il reconnut immédiatement, le propriétaire du restaurant où Jamie travaillait. De retour dans sa voiture, Michael reçut un appel alarmant de Marcus. « Mike, j'ai découvert plus sur Jamie. Elle est apparue de nulle part il y a 2 ans. Aucun passé, aucune famille, aucune histoire. Son appartement est loué par la New Mind Foundation, une filiale de la société qui finance la clinique de Lawson. Et il y a quelque chose d'encore plus étrange, j'ai trouvé une ordonnance à la pharmacie. Elle prend un cocktail de médicaments expériment AUX. Cette nuit-là, Michael prit une décision. Il ne pouvait pas faire confiance aux autorités. Les documents de Sarah semblaient trop parfaits. Le lien entre Lawson, le restaurant et Jamie était indéniable. Le médecin la surveillait régulièrement, tout en lui administrant un traitement expérimental. Prenant soin de ne pas être vue, Michael commença à suivre Jamie après le travail. Elle prenait toujours l'Utent 500 le bus, mais descendait à un arrêt différent près d'une clinique discrète arborant le logo de la New Mind Foundation. Elle franchit les portes vitrées et fut accueillie par une infirmière qui la conduisit à l'intérieur comme si c'était une routine. À travers la fenêtre, Michael vit Jamie s'asseoir dans une salle d'attente. Son visage était détendu, confiant, sans peur, clairement une habituée. La confirmation dont il avait besoin était là. Sa femme n'était pas morte dans cet accident. Quelque chose de bien plus sinistre s'était produit. Alors que Jamie disparaissait à l'intérieur de la clinique, Michael sortit son téléphone de sa poche. Au fond de sa galerie se trouvait un dossier protégé par mot de passe contenant les preuves qu'il avait minutieusement collectées. Photo de la voiture de Lawson au restaurant, le formulaire de consentement suspect, les ordonnances médicales trouvées dans les poubelles de Jamie et le lien mystérieux avec la New Mind Foundation. Ce qui avait commencé comme un soupçon insensé s'était transformé en une véritable enquête. Et Michael avait de plus en plus le sentiment que ce n'était pas seulement Sarah qui était en danger, peut-être s'agissait-il d'un schéma beaucoup plus vaste. Les pièces du puzzle étaient presque toutes là, mais il ne comprenait toujours pas le motif. Pourquoi quelqu'un kidnapperait-il une femme malade, falsifierait-il sa mort
et ensuite la garderait-il à travailler comme serveuse à la vue de tous? Une chose était certaine. Pendant que le Dr. Lawson pensait surveiller une patiente docile et oubliée, il n'avait aucune idée qu'il était observé par un homme déterminé à récupérer ce qu'on lui avait volé. Et Michael Davis avait appris une chose sur lui-même au cours des dernières semaines. Quand il s'agissait de Sarah et Olivia, il n'y avait aucune limite à ce qu'il était prêt à faire. De l'autre côté de la rue, les lumières de la clinique commencèrent à s'éteindre une à une. La nuit suivante marqua la fin de la surveillance minutieuse. Michael ajusta ses jumelles, observant l'entrée de la New Mind Foundation. David était assis sur le siège passager pendant que Marcus préparait l'équipement à l'arrière. « Tu es sûr de toi? » demanda David, nerveux. « Si tu te trompes, c'est Sarah, » affirma Michael. « Et aujourd'hui, nous la ramenons. » Le plan était simple. Michael avait découvert que tous les jeudis, Jamie, Sarah, recevait une session spéciale du Dr. Lawson. Comme prévu, une berline noire se gara à 19h45. Lawson en sortit, regardant autour de lui nerveusement avant d'entrer dans la clinique. Ils attendirent 10 minutes, le temps que Lawson commence la procédure, avant d'agir. La carte d'accès obtenue d'une infirmière horrifiée par les preuves collectées fonctionna parfaitement. L'infirmière avait révélé « Il y a d'autres patients, pas seulement votre femme. » Au bout du couloir faiblement éclairé, une lumière bleue s'échappait de sous une porte. Michael fit signe à Marcus de commencer à enregistrer. « Nous faisons des progrès remarquables avec le sujet 7, » dit Lawson. « Mémoire complètement reconfigurée. Identité précédente supprimée. Le conditionnement est si stable qu'elle accepte volontairement le médicament sans poser de questions. »« Et les effets secondaires? » demanda une seconde voix. « Conrad, le propriétaire du restaurant. Minime par rapport à ce que nous avons accompli. Une procédure capable d'effacer les traumatismes, de reconfigurer les identités. Les applications militaires à elles seules valent des milliards. » Michael sentit la nausée l'envahir. Sarah, réduite à un sujet 7. « Et son mari? » demanda Conrad. « Toujours à enquêter sur lui? » « Laissez-le. Qui le croirait? Un homme traumatisé voyant le visage de sa femme décédée chez des inconnus? Classique. » Michael ouvrit la porte avec fracas. La scène se figea comme un tableau macabre. Sarah était allongée sur un fauteuil médical, les yeux vitreux, pendant que Lawson tenait une seringue. Conrad se tenait à côté d'un moniteur affichant des scans cérébraux étiquetés avec le vrai nom de Sarah. « Mon Dieu! » murmura David, voyant sa sœur vivante pour la première fois en 2 ans. Lawson laissa tomber la seringue, son visage passant de la stupeur à la rage. « Sécurité! » cria-t-il, tendant la main vers un bouton d'alarme. « Je ne ferai pas ça, » dit Michael calmement. Marcus leva son ordinateur portable, montrant un flux en direct de tout ce qui se passait, diffusé directement au procureur, aux avocats et à la police d'État. « Nous sommes en direct. Chaque mot est diffusé. » Le visage de Lawson se vida de toutes couleurs. « Vous ne comprenez pas. C'est une recherche médicale révolutionnaire. »« Voler des vies, » corrigea Michael. « Falsifier des morts. Combien vaut l'assurance vie? 1 million? 2? Multiplié par combien de sujets? » Conrad tenta de s'enfuir, mais David le bloqua. « Sarah! » appela Michael doucement, s'agenouillant à côté d'elle. « Sarah, c'est moi. » Ses yeux restaient flous, sans reconnaissance. Lawson sourit, reprenant confiance. « Elle n'existe plus. Jamie est qui elle est maintenant. Vous pouvez prendre ce corps, mais la femme que vous connaissiez est morte. » « Paya aussi morte que votre carrière, » rétorqua Marcus, montrant à Lawson les visages choqués des officiers qui regardaient. « Ou votre liberté. Nous avons plus de 30 cas documentés.
Des gens déclarés morts, travaillant dans des emplois discrets, prenant leurs médicaments expérimentaux. Les sirènes commencèrent à hurler, se rapprochant rapidement. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» cria Lawson désespérément. « C'est plus grand que nous tous. Les bonnes personnes ont approuvé ça. »« Sauver des vies innocentes !» interrompit Michael. « Oui, nous pouvons. » Alors que la police envahissait la clinique, Michael se concentra uniquement sur Sarah. Il sortit une photo de sa poche, la dernière d'eux avec Olivia, prise le matin de sa mort. Il la plaça dans ses mains. « Olivia te manque, » dit-il doucement. « Notre fille. » Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis quelque chose changea dans les yeux de Sarah, une petite lueur, comme une lumière lointaine s'allumant dans l'obscurité. Ses doigts se resserrèrent autour de la photo. « Oh, Olivia !» murmura-t-elle, la voix rauque. Michael sortit de sa poche l'ours en peluche qu'Olivia avait insisté pour qu'il emporte, Fred. Il le plaça dans les mains de Sarah. « Il lui manquait aussi, » dit-il. Sarah regarda l'ours en peluche, quelque chose s'éveillant dans son regard. Une larme coula sur sa joue alors que ses doigts reconnaissaient le tissu usé par l'amour. Alors que les ambulanciers la plaçaient sur une civière, Sarah saisit la main de Michael avec une force surprenante. « Je suis perdue, » murmura-t-elle. « Aide-moi à retrouver mon chemin. »« Toujours, » promit-il. Lawson et Conrad furent menottés, leur empire de vie volé s'effondrant. La diffusion en direct garantissait qu'il n'y aurait pas de dissimulation, peu importe la puissance des personnes impliquées. À l'extérieur de la clinique, les journalistes commençaient déjà à se rassembler. Alors que Sarah était emmenée dans l'ambulance, un reporter narra. L'un des cas les plus choquants de fraude médicale et d'enlèvement de l'histoire récente. Des sources indiquent que des dizaines de personnes déclarées mortes pourraient être en vie. Michael monta dans l'ambulance, tenant la main de Sarah. Le chemin à venir serait long et incertain, mais pour la première fois en 2 ans, il ressentait de l'espoir. Un avenir avec la femme qu'il aimait, même s'il était différent de ce qu'il avait prévu. À travers la fenêtre, il vit le monde que Lawson avait construit s'effondrer sous le poids de la vérité révélée. Une vérité qui laissait une question troublante. Combien d'autres Jamie étaient là dehors, vivant des vies empruntées, avec des familles pleurant encore leur fausse mort? 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit qui avait tout changé. Dans une maison tranquille en banlieue, Michael regardait par la fenêtre Sarah jouer avec Olivia dans le jardin. Le son du rire de sa fille mêlé à la voix douce de Sarah créait une mélodie qu'il pensait ne plus jamais entendre. La récupération n'avait pas été facile. Les premiers jours après le sauvetage furent chaotiques, Sarah alternant entre des moments de clarté absolue et des périodes de confusion totale lorsqu'elle redevenait Jamie. Les médecins du Centre de récupération neurologique avaient expliqué que les dommages causés par les médicaments expérimentaux et la manipulation psychologique seraient permanents à certains égards. « J'ai encore des trous », expliqua Sarah une nuit, tenant la main de Michael. « Des parties de ma vie qui ne sont tout simplement plus là. Mais je trouve de nouveaux chemins vers les mêmes souvenirs. » Le procès de Lawson et Conrad attira l'attention nationale. L'affaire des fausses morts, comme l'appelait la presse, révéla un stratagème qui allait bien au-delà de Sarah. 12 personnes avaient été tuées et reprogrammées pour de nouvelles vies, toutes faisant partie d'une expérience secrètement financée par une division gouvernementale obscure intéressée par les techniques de reconfiguration mentale. Michael conservait toujours la coupure de journal avec le titre « Le Dr Lawson condamné à 175 ans sans liberté conditionnelle ». La photo montrait le médecin emmené menotté, son empire d'arrogance complètement effondré. Conrad reçut une peine similaire, tandis que 6 autres collaborateurs conclurent des accords de plaidoyer.
Je savais que ce serait toi, dit Sarah un après-midi en feuilletant un vieil album photo. Même quand je ne savais pas qui j'étais, une partie de moi te reconnaissait au restaurant. C'est pourquoi je te parlais toujours plus. La New Mind Foundation fut démantelée, ses actifs gelés et redirigés vers un fonds d'indemnisation pour les victimes. La clinique, autrefois symbole d'innovation médicale, servait désormais de centre de traitement pour les personnes sauvées du programme. David, le beau-frère de Michael, organisa une fondation pour aider les victimes de vol d'identité, travaillant avec des familles qui n'avaient pas encore retrouvé leurs proches prétendument décédés. Marcus continua à enquêter sur d'autres cliniques suspectes, devenant consultant pour une task force du FBI créée spécifiquement pour ces cas. Un après-midi spécial, Sarah surprit tout le monde en jouant du piano, quelque chose que Jamie n'avait jamais fait, mais que Sarah maîtrisait depuis l'enfance. « Certaines choses sont gravées au-delà de la mémoire », expliqua le thérapeute. « Elles sont dans le corps, dans les muscles, dans le cœur. » Le moment le plus émouvant vint lorsque Sarah, après des semaines de thérapie, reconnut complètement Olivia, non pas comme la fille de Michael qu'elle apprenait à connaître à nouveau, mais comme sa propre fille. « Je t'ai portée ici, » dit-elle à la fillette, touchant son ventre, « et je t'ai chanté une berceuse tous les soirs. » Puis, sans hésitation, elle commença à chanter la même berceuse que Michael n'avait pas entendue depuis avant l'accident. Pour le 4e anniversaire de la mort de Sarah, ils visitèrent le lac où ses prétendues cendres avaient été dispersées. Michael regarda Sarah jeter des fleurs dans l'eau. « Une partie de moi est vraiment morte ici, » réfléchit-elle. « La personne que j'étais ne reviendra jamais complètement, mais nous avons trouvé un chemin pour nous retrouver, même à travers l'impossible. » Les audiences au Congrès sur l'affaire étaient toujours en cours. Michael avait témoigné 3 fois, son histoire inspirant une révision complète des protocoles de confirmation de décès et de crémation à travers le pays. Les implications légales de l'affaire créèrent des précédents juridiques qui seraient étudiés pendant des décennies. « Vous savez ce qui m'a fait tenir ?» demanda Michael à un reporter écrivant un livre sur l'affaire. Ce n'était pas seulement l'amour ou l'obsession. C'était cette première étincelle de doute. J'ai appris que lorsque quelque chose semble faux, même si toutes les preuves disent le contraire, ça vaut la peine de poser des questions. Sur le mur du salon, une nouvelle photo de famille occupait une place d'honneur. Sarah, Michael et Olivia, souriant dans le jardin de leur nouvelle maison, loin des souvenirs douloureux. À côté, une plaque discrète portait les mots qui étaient devenus leur devise. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Alors que le soleil se couchait cet après-midi d'été, Michael regardait sa famille réunie contre toute attente. Il savait que rien ne serait plus comme avant. Sarah avait encore des jours difficiles, des moments de confusion. Mais ils avaient trouvé un nouveau normal, construit sur la vérité révélée. Certains essaient d'enterrer la vérité, pensa Michael, regardant Olivia montrer à Sarah son dernier dessin. Mais même enfouie, elle trouve un moyen de germer et de grandir. L'histoire de Michael, Sarah et Olivia toucha des cœurs à travers le pays, inspirant d'autres familles à remettre en question des décès suspects et des circonstances inexpliquées. Car en fin de compte, la leçon la plus puissante était simple. Quand l'amour est vrai, même la science la plus avancée ne peut l'effacer complètement du cœur humain. Si cette histoire de persévérance et d'espoir face à l'impossible vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui montrent comment la vérité, peu importe à quel point elle est profondément enfouie, trouve toujours un chemin vers la lumière.